Bonjour, bienvenue sur cette version audio de mon histoire, Shems el-Koun, l'invasion des hybrides. Et voilà, aujourd'hui je vais vous lire le prologue et ensuite le premier chapitre. Le 16 septembre 2059. Quelque chose bouge au fond de l'océan. Les services secrets s'activent, s'infiltrent, enquêtent. Tous veulent comprendre ce qui se passe. Quelque chose se tisse discrètement, comme une toile d'araignée. On la sent, mais on ne la voit pas. Des petites anomalies apparaissent par ici et par là, mais qui ne représentent rien quand on les rassemble. Ce n'est pas les Russes, ni les Asiatiques. Je commence à m'inquiéter. Journal intime de Diana Davidson, présidente des États-Unis d'Amérique. Le mois d'août 2062. Le drap jeté à la hâte se dépose lentement sur le matelas, en créant des plis et des creux. La fenêtre, qui est entr'ouverte, laisse parvenir jusqu'à la chambre l'odeur du foin et la symphonie de criquets qui résonne dans le calme absolu de cette délicieuse nuit d'été. La jeune femme s'approche des volets, alors qu'une légère brise humide lui caresse le visage. Le ciel est si beau, parsemé d'étoiles brillantes. La lune embrasse la mer à sa surface, créant par son reflet continu une voie illuminée vers le ciel. Attirée par ce magnifique spectacle, Shemsa s'approche pour s'asseoir près de la vitre. La tête appuyée à son bras, qui à son tour est accoudée au bord en bois, elle respire profondément un air chargé de senteurs campagnardes et regarde vers le large. Au bout de quelques minutes de passivité, elle sent ses paupières s'alourdir, ferme alors les yeux et se met à rêvasser. La demoiselle s'imagine quitter son bureau pour une île déserte, là où il fait toujours beau, là où il n'y a ni rendez-vous, ni réunion, ni fil, ni bouchon. Bercée par la tendresse du souffle marin, elle se laisse emporter dans le monde d'hypnose. Il doit être 6 heures du matin, quand le martèlement des moteurs de vieilles embarcations, sortant ou rentrant du port, la réveille. L'activité des amateurs de pêche artisanale anime le village encore à moitié endormi. En même temps, un parfum de café fraîchement préparé s'infiltre doucement sous la porte, pour l'inciter à se mettre debout. Shemsa s'étire alors, pour soulager ses muscles courbaturés suite à la nuitée passée sur la chaise, et file se savonner le visage. Quand elle descend rejoindre sa famille à la cuisine, se placer du côté de la baie vitrée qui offre une apaisante vue sur la plage est son premier réflexe. Shemsa a toujours été impressionnée par la mer. Elle ne peut pas résister à son charme et y plonge les yeux à chaque occasion. Sa mère, en passant à côté, lui colle un chaleureux baiser sur le front, et la fille l'enlace à la taille généreuse à son tour, en murmurant un bonjour. Madame Aguilas revient ensuite au biscuit qu'elle a commencé à préparer avec ses petits-enfants. Café à la main, Shemsa chemine entre les palmiers jusqu'au rivage, où elle s'assoit pour profiter de la mousse des vagues qui lui chatouille les pieds.
Ce calme et cette sérénité tant adorée lui ont tellement manqué. Rien à voir avec le rythme de la ville dans les mégapoles surpeuplées. Cette dernière pensée lui rappelle soudainement la fin de sa trêve et son retour angoissant en ville. Une ville dont elle n'a jamais aimé les bruits, les foules et les règles infinies. La seule chose qui la ramène à la métropole stressante, c'est son travail, grassement rémunéré. Une généreuse rémunération qui n'est pas sans sacrifice. Les meilleures années de sa vie passées à sourire et à complaire à des gens qu'elle ne supporte pas. Bien qu'elle ne le veuille pas, mais cela reste le meilleur moyen de limiter le contact aux stricts besoins professionnels. Dans ces milieux-là, il vaut mieux abréger les discussions, l'argumentation étant inutile avec la plupart de ces gens. Chaque mot est un piège, qui risque de déclencher encore un autre dialogue forcé et interminable, où aucun échange positif n'est envisageable. En un coup sec et nerveux, Shemsa ingurgite le contenu de sa tasse et rentre à la maison. Au moins, elle peut profiter encore des quelques heures libres qui lui restent. Ses amis vont passer la prendre pour aller découvrir des grottes creusées dans la falaise par les violents courants de l'hiver. Seuls les locaux savent y accéder, et il paraît que c'est très bien conservé et que l'eau y est fraîche et limpide, comme le serait la mer d'une île vierge. Elle balaye alors la ville et ses habitants de sa tête, et monte dans sa chambre pour démêler sa sombre crinière de cheveux ondulés et les attacher en tresses, puis s'habille d'un petit short en crochet bleu marine et d'une ample tunique en coton blanc, par-dessus son maillot de bain d'un simple noir uni. Avant de quitter l'étage, elle vaporise une brume de protection solaire sur sa peau, maintenant luisante et bronzée. De l'étage, la jeune femme entend sonner à la porte. Myriam, Alex, Isaac et sa femme, ainsi que leurs enfants, sont là. Madame Aguilas les reçoit avec sa bonne humeur habituelle. « Bonjour, mes chéris, rentrez !» Elle accueille dans ses bras les enfants d'Isaac, leur voisin. Les neveux de Shemsa ne tardent pas à envahir le salon, en courant, et tout d'un coup, le bruit des cris de la troupe de gamins remplit la maison. « Salut tout le monde !» dit-elle du haut de l'escalier. « J'arrive !» Elle descend rapidement, fait la bise à sa mère, arrache son sac de plage du sofa et pousse ses amis vers la sortie. « C'est bon, tout le monde dehors ! Allez, on veut être les premiers arrivés !»« Choumi, tu m'écrases !» s'exclame Alex. « Mais dégage de là, tu bloques le trafic !» dit-elle en riant fort. Isaac rassemble difficilement ses enfants. Mais finalement, le groupe d'amis se met en route. Au bout d'une demi-heure de marche le long du rivage, le fin sable blanc caractéristique de cette côte se transforme petit à petit en cailloux rouges, et la plage plate se déforme en pente. Des mini-cactés armés d'épines poussent ici et là, entre les galets, et quelques lézards surpris se faufilent entre les jambes des jeunes excursionnistes. En remontant, les petits cailloux grandissent et mutent en pierres volumineuses. Le soleil s'approchant de plus en plus au milieu du ciel chauffe l'air et ces pierres rouges dégagent à leur tour la chaleur accumulée, transformant ainsi la colline rocheuse en un sauna à ciel ouvert. Shemsa transpire des racines de cheveux. Finalement, Isaac, qui est en tête de file, se tourne. « Allez les vieux, nous sommes presque arrivés. De l'autre côté, il y a un petit chemin taillé dans la roche qui va nous permettre d'accéder à une jolie zone plate. C'est là que nous pourrons nous placer tranquillement. » Malgré les pas ralentis et les nombreuses pauses, les voilà enfin arrivés à la pointe de cette colline rocheuse.
Waouh, mais quelle vue! C'est magnifique! Ça en valait la peine au moins, s'étonne Shemsa. Le paysage qui s'offre à ses yeux, c'est un infini de nuances de bleu et de vert qui se mélangent pour rejoindre à l'horizon un bleu ciel estampé. En bas de la falaise, les courants ont érodé la montagne pour créer une sorte de lagune. Ce fascinant bassin naturel est protégé par d'immenses colonnes de roches plongées à moitié dans l'eau. La mer calme, entre le reflet du fond sableux et les forts rayons du soleil de midi, prend l'aspect d'un miroir. La femme d'Isaac déshabille les bambins, alors que la petite Myriam est déjà à l'eau. Non loin d'elle, Alex, le bureaucrate pâle aux muscles relâchés, taquine son ami Isaac, qui est certes moins grand, mais tout luisant et bien plus costaud, ressemblant à une star de cinéma. Les deux courent au sommet et se disputent ridiculement, comme des gamins. Les garçons font des sauts vertigineux depuis la pointe du rocher. Une chute d'une quinzaine de mètres environ. Shemsa est tentée aussi, mais c'est le courage qui lui manque. Elle a peur de se fracasser la tête. En regardant du haut, la mer ne lui semble pas si profonde à cet endroit. Sur un fond de clapotage des vagues, de fracas de plongeons, de cris et de rires, le petit groupe d'amis voit passer rapidement son agréable après-midi. Le temps s'envole si vite quand on est bien, s'exclame Myriam. Eh oui, regarde le soleil, sûrement 17 heures dépassées. Faudra décamper tant qu'il fait jour, sinon notre descente risque d'être mouvementée, lui répond son ami en ôtant ses lunettes. Shemsa arrive à la maison peu avant le coucher du soleil. En traversant l'allée bordée de géraniums, elle sent l'odeur du poisson grillé. Son frère et son père ne sont donc pas rentrés les mains vides. Elle se précipite à l'intérieur pour aider sa mère et sa belle-sœur à dresser la table. Les dames ont assorti le poisson fraîchement pêché avec une salade épicée, tomates, piments, oignons et ail grillé qui baignent dans de l'huile d'olive. Un dîner léger et plein de saveurs estivales. Cette journée simple en contenu est synonyme du parfait pour Shemsa. Maintenant, il lui est encore plus difficile d'admettre que c'est sa dernière nuit chez sa famille. Dimanche soir, elle devra s'expédier en ville pour plusieurs mois d'exil. Malgré ses efforts à savourer chaque moment, au fond, le malaise s'installe. Comme si elle allait partir pour un tournoi de lutte. Oui, une lutte pour préserver son esprit et garder intacte sa raison. La pression exercée par la communauté urbaine lui est insupportable. Le conformisme que les citadins jubilent lui est asphyxiant. Le plagiat, c'est la nouvelle tendance, du matériel à l'immatériel. La répétition s'impose partout. S'excusant par le manque d'espace, toutes les voitures privées sont désormais presque de même taille. Et puis, comme tout est étudié dans les moindres détails, meilleure ergonomie, économie d'espace, efficacité, la majorité des portes, des fenêtres, des bureaux, des ascenseurs, des escalators, des distributeurs, des guichets, des agences se sont retrouvés avec les mêmes dimensions. On se croirait vivre dans une cité en briques de Lego, sans parler des citadins, qui n'en manquent pas à l'appel de la monotonie. Ils s'habillent presque tous pareils, grâce au tissu standardisé et au style imposé par les médias et par les soldes. Les gens partent tous au boulot en même temps. Les horaires des administrations et des établissements scolaires sont tous synchronisés. La métropole se résume en une machine géante et agaçante dans laquelle il est difficile de rouler à l'envers des engrenages. Encore pire,
La vie des gens y gravite autour des banalités. Et ne pas suivre ces autres dans leur platitude, ne pas applaudir leur futilité, est considéré par ceux-ci comme un acte de révolte, agressant leur paresse mentale. La plupart se détestent, mais dès que quelqu'un essaye de critiquer ou de déprécier le fonctionnement de leur machine, ils s'unissent contre lui. Les médias et les politiciens les ont convaincus que l'homme du XXIe siècle est parfait. C'est donc absurde pour eux de contredire un ensemble de citoyens parfaits. La société moderne est conformiste à tel point qu'elle s'autocensure. Une personne qui pense différemment est une personne imprévisible. Et l'imprévisible dérange, bien sûr, car dans un environnement où tout est calculé à la seconde et au millimètre, il n'y a pas de place pour l'incertitude. Et des gens comme elle sont difficiles à décoder, à prédire, et il vaut mieux les mettre à l'écart, en quarantaine sociale. C'est bien pour cela que les fréquentations de Shemsa en ville sont très limitées. Elle y songe, elle soupire amèrement, puis se remet à peindre la toile qu'elle veut terminer ce soir pour l'offrir à Isaac et sa famille avant de partir. Tant pis pour les affaires, elles seront rangées demain. Voilà, on arrive à la fin du premier chapitre. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Au revoir au prochain chapitre.